Bienvenue à tous dans USB, une semaine en ballon, émission qui balaye l'actualité ligérienne des clubs, qu'ils soient professionnels ou amateurs en Pays de la Loire. Pas d'ostracisme ici, que vous soyez poussin ou vétéran en passant par la buvette. Tout le monde est le bienvenu pour parler de l'actualité sportive et footballistique dans notre région. Et nous accueillons Sébastien Denis. Bonjour Sébastien. Ça va ? Ça va, très bien. Sébastien, donc tu es un ancien arbitre professionnel. Ça a été ton métier. Exactement. Alors même s'il y a une petite déformation de langage, puisque ce n'était pas mon activité professionnelle principale, mais on va dire j'exerçais dans le monde professionnel du football, ce qu'à mon époque, le statut d'arbitre professionnel ne concernait pas les arbitres assistants notamment. D'accord. Tu as commencé peut-être un peu comme tous les arbitres. On va voir ton CV au choc, enfin pas au choc pour tous les arbitres, mais par le terrain. Qu'est-ce que tu gardes de cette période entre 8 et 15 ans où tu es joueur ? Assez peu de souvenirs, mais voilà, comme la plupart des licenciés, D'accord. le plaisir de fouler les terrains de foot en s'associant à D'accord, l'image de nos idoles de l'époque, et puis quelques genoux gratineuses qu'on jouait sur D'accord. des terrains stabilisés. Oui, d'accord. Et il en reste quelque chose du geste, de l'appréciation aussi après. On intègre des codes physiques ou pas, d'un mouvement, d'un geste ? Oui, bien sûr, on s'imprègne forcément de toute l'éducation Mhm. footballistique qu'on a durant toutes ces années de pratique, hein. Et après, moi, c'est plus la culture foot qui s'est D'accord. développée au cours de ces années-là, quoi. Tu bascules à 16 ans, donc du côté obscur, de la force obscure pour le maillot noir. Dépit, vocation. Vocation, influencée, on va dire, par un environnement familial. Ton père est Hein. arbitre, Voilà, mon professionnel. papa était arbitre de D1 à l'époque, Ouais. et donc j'avais l'occasion de le suivre assez régulièrement sur les terrains. Et puis, voilà, c'est une fonction qui m'a toujours Mhm. attiré. Et même en tant que joueur au choc, j'allais tous les samedis arbitrer les plateaux de poussins ou de pupilles à l'époque. Et voilà, c'est né comme ça. C'est la combinaison de ces deux événements qui ont fait que très vite, à 16 ans, j'ai décidé de passer l'examen et de devenir arbitre officiel. D'accord. Et on va voir, tu vas nous dire ce que ça t'a apporté. On va d'abord écouter Maïka. Maïka, c'est Van der Stichel. Elle est arbitre internationale dorénavant. Et elle s'était exprimée un peu pour dire ce que ça lui avait apporté finalement. Pour elle qui a eu la vocation, elle avait 14 ans. Ça apporte énormément. Au début, j'étais quelqu'un de très timide, j'avais du mal à m'exprimer et maintenant l'arbitrage, ça m'a fait m'ouvrir aux autres. On gère des conflits sur les terrains, on arrive à manager les joueuses. C'est vraiment quelque chose qui nous fait grandir très très vite. Je pense que j'ai vraiment changé avec l'arbitrage et ça m'a aidé aussi sur le côté professionnel. Ça aide vraiment dans la vie de tous les jours en fait. C'est pas vraiment que sur le terrain, c'est des façons de nous qui grandissent, qui progressent et ça aide partout dans la vie en fait. Tu fais le même constat, que ça Ouais. t'accompagne, ça Complètement. accompagne l'adolescent qui grandit en fait. Exactement, sur les deux aspects qu'elle a évoqués, sur le forger une personnalité, parce que c'est vrai que c'est pas évident à 15 ans, 16 ans, d'avoir à affronter des joueurs qui ont le même âge que nous, Ouais. bien souvent qu'on croise dans le lycée Ouais. dès le lundi, moi ça m'arrivait, et que du coup c'est une prise de responsabilité, une confiance en soi qui augmente dans le fait d'être un petit peu le régulateur d'une partie face à 22 individus qui ont le même âge que soi. Donc ça, en termes de personnalité, c'est vrai que ça permet de la développer. Et puis, ça a un lien direct, effectivement, avec ce que soulignait Maïka, sur l'aspect professionnel, parce que souvent, c'est quelque chose qu'on essaye de valoriser à travers un CV. Et ça marche. Et ça laisse pas insensible, tout au moins. C'est voilà, le fait que sur un CV, un recruteur potentiel lise qu'on exerce la fonction d'arbitre officiel, ça dénote une personnalité, C'est une prise de positif. responsabilité. C'est plutôt très positif. C'est positif. L'arbitre que tu as été professionnel donc entre 2010 à 2019. 2010-19, il gagne bien sa vie l'arbitre professionnel? Oui, il gagne bien sa vie sur l'échelle D'accord. des rémunérations. Mais pas sur l'échelle du football peut-être? Mais beaucoup, Professionnel. voilà, ça reste marginal par rapport à la grille de rémunération des joueurs de foot qu'on côtoie sur les terrains. Et c'est proportionnel à toutes les divisions. On va dire D'accord. qu'en national, on commence à gagner correctement un petit peu des indemnités qui D'accord. arrondissent C'est bien les équivalent fins de d'un mois. SMIC quand on est en national? Un peu plus? Oui, non, c'est ça. Et puis après, c'est proportionnel et ça monte jusqu'à des rémunérations valorisantes, on va dire
allez, selon le nombre de matchs. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais entre 5 et 10 000 euros. Donc, on va dire que c'est très bien, mais toujours avec ce décalage par rapport aux rémunérations des joueurs. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'aujourd'hui les arbitres revendiquent très fortement. Tout le monde considère que voilà, on gagne bien sa vie. Maintenant, on essaye d'avoir une certaine sécurité de l'emploi, si on peut dire. Oui. Et puis aussi le fait d'être pas reconnu, et puis pas perméable aussi à la corruption, parce que finalement, quand on représente la règle, j'imagine qu'il ne faut pas être détournable, en quelque sorte. Allez, c'est l'heure du zapping maintenant. Notre thème, eh bien l'arbitre qui focalise l'attention des caméras robotisées et des entraîneurs aussi parfois. Pour ce qui est de l'arbitrage, c'est pas d'aujourd'hui que ça fait très longtemps qu'on subit leur sort. Ça fait très longtemps qu'ils respectent pas, non pas notre fédération. Moi, j'ai pas peur de le dire maintenant, qu'ils respectent pas notre pays. L'arbitrage, ça c'est un faux problème. Voilà, il faut jamais parler d'arbitrage. Moi, j'en parle jamais. Donc voilà, qu'on gagne, qu'on perde, c'est à un moment donné, c'est la qualité de ton travail, quoi. Sur la durée, toujours. Les joies de la caméra robotisée qui suit le crâne de l'arbitre pensant que c'est un ballon. Fort heureusement, ça ne t'est jamais arrivé. Ben non, c'était pas moi sur la vidéo, même si le physique pouvait s'y prêter. Allez, on passe à notre première rubrique maintenant. Arbitrage, violence et crise des vocations. On va profiter de ton expertise et rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec des images qui ne datent pas d'il y a très longtemps. C'est la fin du mois de mars. C'était en Seine-et-Marne, à Melun, à l'issue d'un match de 2e division. Et là, on voit ce qu'on ne devrait pas voir. Avec la circonstance aggravante qu'on en est peut-être fier puisqu'on filme. Très, mais... C'est la génération d'aujourd'hui qui filme tout. On le voit même chez certains professionnels qui filment leurs dérives. Ouais. Mais l'action ne vient pas d'aujourd'hui. Toi, tu n'as pas connu ça? Non, jamais dans ces proportions. En 30 ans d'arbitrage, j'ai jamais eu à subir ce genre d'intimidation physique et même verbale. C'est resté très, très marginal. Je ne me suis jamais senti en insécurité sur un terrain. Alors, je précise que tu étais arbitre de touche. Je ne sais pas si ça change grand-chose sur la pression qu'on reçoit. Elle est plus marquée dans le temps. Arbitre assistant, c'était... Arbitre assistant, pardon. C'était sur la fin de ma carrière, voilà, en fait. Sur la professionnelle. Voilà, sur la partie professionnelle. Donc, ni en amateur au milieu, ni sur la touche, tu as vécu des choses comme ça? Non, puis après, dans le secteur professionnel, on ne peut pas être confronté à ce genre de situation. Il y a un environnement des rencontres qui font qu'il y a une protection, même s'il y a 50 000 personnes dans le stade. On n'a jamais vu de telles agressions physiques. Mais c'est vrai que toute la valorisation de l'arbitrage et le mérite à qui reviennent les arbitres, c'est dans les petites divisions, parce que souvent, l'arbitre, il est isolé autour de la rencontre et peut faire face à des mouvements de masse comme ça, où on se sent plus fort, et là, l'arbitre, il est démuni. Alors justement, pour parler des chiffres et pour que ça soit relativement concret, il y avait un observatoire national de la délinquance, une chargée d'études qui a travaillé justement sur la saison 2018-19, 12 369 matchs recensés, violence, incivilité dans 1,8% des matchs, quasiment 2%, agression verbale, agression physique, 45%, incivilité 9%. Et puis victime, le joueur, c'est 45% des violences, c'est pour le joueur, 38% pour l'arbitre, avec quand même cette particularité, cette singularité, c'est que le dirigeant intervient dans 10% de ces agressions dès lors que c'est un arbitre, alors qu'il est quasiment absent des agressions verbales ou physiques. Quand c'est un joueur, cette lecture, elle correspond à ce qui est ressenti, parce que tu as été aussi conseiller technique régional. Des informations te sont remontées ici en Pays de la Loire? Vraiment, on a été très épargnés en fait, par ces incivilités. Moi, sur les 4 ans que j'ai passé à la Ligue, voilà, on a. C'est pas qu'elles se sont banalisées aussi, que ces rapports sont tendus, et puis finalement, ça fait partie du jeu dorénavant. Alors, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Ouais. C'est vrai qu'il y a peut-être un seuil de tolérance accordé et qui ne devrait pas l'être, puisqu'on devrait punir toute forme d'incivilité ou d'intimidation. Ouais. Mais les grandes dérives restent, alors surtout dans notre territoire,
relativement marginal, mais une agression, c'est une agression de trop, quoi. Mais que ça soit envers un joueur, envers un éducateur ou aussi envers un arbitre. Il y a un accompagnement qui est fait quand un jeune démarre comme ça, parce qu'il a tout autour de lui des adultes, et les adultes ne sont pas tendres et ne sont pas forcément accompagnants chez les jeunes qui arbitrent d'autres jeunes. Oui, exactement. Et ça, c'est un des facteurs qui est le plus difficile à travailler parce que ça demande de la ressource. Mais c'est vrai que dans l'idéal, dans la phase d'apprentissage, un arbitre se devrait être accompagné sur ses 10, 15 premières rencontres parce qu'il y a un processus d'accompagnement qui est mis en place sur les premières rencontres. Mais le manque de ressources humaines fait que c'est difficile de perdurer cet accompagnement, alors qu'effectivement, un pratiquant qui va jouer, il aura toujours ses dirigeants et son éducateur pour l'accompagner dans toutes les phases de progression et d'apprentissage. Et est-ce que c'est à rapprocher, alors on va donner quelques chiffres pour se faire une idée, c'est à rapprocher de la crise des vocations ou pas du tout selon toi ? Ça joue. Ça joue. Effectivement, on a des arbitres qui arrêtent parce que ne se sentent pas soutenus ou suffisamment accompagnés et tous n'ont pas la même faculté à encaisser justement ces phases d'intimidation ou d'incivilité. Parce que voilà, les images qu'on a vues, elles restent quand même assez peu fréquentes, mais toute la phase d'intimidation d'un jeune arbitre, elle est quand même relativement présente, et ça, c'est pas facile à supporter. Et on est fragile à ce moment-là, ce qui n'empêche pas donc les vocations. Le chiffre, c'est à peu près moins 15% là d'arbitres en 5 saisons, moins 350 pour les seuls Pays de la Loire. Pourtant, les jeunes sont toujours motivés. On en écoute un. Quand je rentre sur le terrain, c'est l'envie d'arbitrer, l'envie de jouer, puis voilà, voir du beau jeu aussi, les joueurs qui fassent du beau jeu, voilà, pas de trop grosses fautes non plus. C'est super bien, j'aime ça, donc je continue, c'est du plaisir, oui. Il est volontaire, il a envie, il y a quand même 30% qui ne vont pas passer le cap de la première année. Multifactoriel, tu penses ? Multifactoriel, je pense que tous les arbitres qui s'engagent dans cette voie de leur propre initiative, mûrement réfléchie, accompagnée soit par ses parents, ses dirigeants de club, en général, ils restent. C'est dans les 70%. Voilà. Après, dans les 30%, il y a différents facteurs. Il y a tous ceux qui se lancent pour aider leur club sur l'aspect statutaire. Et là, il y en a beaucoup qui rendent service et puis qui, finalement, au bout de 15-20 matchs, se disent « non, finalement, c'est pas pour moi ». Et après, vont venir se greffer tous les paramètres sociaux, de vie familiaux. Voilà, la scolarité des jeunes arbitres, les mutations professionnelles, la vie familiale qui évolue bien souvent quand on prend son indépendance, les copains du samedi. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres qui avaient été identifiés sur les causes de cette baisse d'effectifs. Alors, je vais te poser une question, mais d'abord, on va voir l'extrait, savoir si c'est un élément culturel ou pas qui est propre au football. J'ai trouvé une autre ambiance, on va dire 2 salles, 2 ambiances, et apprécier ce que le monde pourrait être. Et il suffit de suivre Rémi Poit, arbitre international de rugby. If the green no, you go away, please, guys. You go away. You go away. You go away, please. You go away. Don't do that. I'm not talking to you when you are working with your teammate. You don't talk to me when I am working with my boys. Okay? Okay. That's fair enough. That's fair enough. Yeah. Thank you very much. Ça se passe pas comme ça. Pas Donc il y a toujours. peut-être quelques éléments culturels aussi. Mais c'est une page un petit peu trop grande peut-être pour l'ouvrir. Tu voulais me répondre ? Non, mais j'ai participé sur une émission de radio récemment avec un arbitre international de rugby, justement, où on faisait le parallèle entre les 2 disciplines. Et en fait, c'était vraiment très enrichissant. Alors, c'était pas de vulgariser une discipline et d'en favoriser une autre. Que la perception de l'arbitre et de considérer la règle. quels sont les atouts de chacune des disciplines pour faire améliorer l'arbitrage. Mais c'est vrai que Il y a culturellement... des choses à prendre dans le rugby ? Ah oui, complètement, Bon. c'est évident. Bon. Mais dès l'éducation des pratiquants, Effectivement. en fait. C'est surtout là que le facteur se joue, je pense. Autre rubrique à suivre. FC Nantes Angesco, 3-2, 2-3, c'était les scores du week-end dernier, avec une victoire de Nantes à Clermont, 3-2, une défaite d'Angers sur la pelouse de Lyon, 2-3. Donc, et on va enchaîner tout de suite avec la palette classement de Ligue 1 et faire connaissance avec le supporter que tu es, en donnant le classement du FC Nantes, par exemple, qui est plutôt pas mal classé, qui est 8e à
6 points, si mon calcul est exact, de tête de Strasbourg, de Nice, qui est une place de potentiel européen, tandis qu'Angers regarde un peu plus derrière, Saint-Étienne qui est à 5 points également de Angers qui est à 5 points pardon, de Saint-Étienne, Angers l'autre équipe ligérienne. Quel supporter tu es? Un vrai supporter de Nantes, puisque étant nantais de naissance et l'enfant que j'ai été et l'adolescent, forcément, j'ai foulé. C'est un supporter en tribune noire? Non, je suis quand même plus un supporter assis confortablement dans une des tribunes latérales. D'accord, plutôt en esthète? Comment? Plutôt en esthète du jeu? Oui. Mais un supporter quand même un peu aussi? Mais un supporter, parce que, et puis, alors, je bonifie vraiment l'ambiance autour de la Beaujoire et je salue là, tous les supporters qui créent cet engouement et qui rendent la rencontre attractive. Ça veut dire que en tant que tu pouvais t'écarter d'un match parce que Nantes jouait en sachant cela? C'est à donner comme information quand même. Et ça a été la plus grande frustration de ma carrière. Parce qu'en fait, effectivement, réglementairement, on n'a pas le droit d'arbitrer les clubs de sa ligue d'appartenance, ce qui peut paraître légitime. Sauf que, voilà, lorsque j'arbitrais ma dernière année de Ligue 1, l'arbitre avec qui j'arbitrais tous les dimanches est désigné sur la finale de Coupe de France. Mickaël Lesage. Donc, normalement, c'est l'équipe qui allait au Stade de France pour la finale de Coupe de France. Malheureusement, c'était les Herbiers et géographiquement, je n'ai pas pu officier sur cette finale. Alors, on va parler de la VAR qui change quand même la vie. Video Assistant Referees. Voilà, justement, c'est aux Herbiers. Ce n'est pas toi qui officie, mais c'est pour savoir si ça a changé ta vie d'arbitre de touche, sur la pression que cela met, sur le sentiment d'inutilité. Alors, c'est un peu fort. Oui, c'est un peu fort. En plus, je ne suis pas le meilleur interlocuteur pour parler de ce que j'ai vécu, même si j'ai eu la chance, si on peut dire ça comme ça, d'officier sur le premier match officiel où la VAR était mis en direct live. C'était sur une demi-finale de Coupe de la Ligue à Rennes PSG. Donc, effectivement, j'ai vécu en réel un petit peu l'arrivée de cette technologie. Mais après, voilà, j'ai pas eu l'occasion d'officier sur les rencontres où c'était réellement mis en place. Mais c'est vrai que ça dénature un petit peu la façon. Il y a eu tout au moins un temps d'adaptation obligatoire pour les arbitres d'ingérer ce nouvel élément technique, technologique plutôt, et notamment pour les arbitres assistants. On le voit bien en fait sur la prise de décision, c'est-à-dire qu'il y a une photographie qui est à prendre à l'instant T, comme on faisait nous à notre époque. Mais sauf que la décision est signalée après la finalité de l'action, ce qui peut créer un imbroglio, voire avoir des conséquences. On en discutait notamment sur la blessure de Palois, qui, au départ de l'action, il y a un hors-jeu et que tout le monde voit. Donc la logique des choses aurait voulu qu'on signale. Et du coup, il n'y aurait peut-être pas eu la conséquence de laisser l'action se poursuivre. En réalité, l'arbitre fait partie du jeu, mais la technologie, c'est bien quand il y a des enjeux financiers. C'est une conclusion qui m'appartient. Allez, on va passer à l'arbitre, toujours. C'est du noir, du rouge, comme disait Jeanne Masse. Ajoutez du jaune et vous avez un édito tout en couleur de Richard Coffin. Ah, être au cœur du terrain, au centre de l'action, en pleine lumière, quel plaisir. Oui, enfin, ça dépend. Parlez-en à l'homme ou la femme arbitre. D'ailleurs, dès la formation, ils ou elles ont en général une petite idée de ce qui les attend. Faut être fou déjà pour faire arbitre, je vous le dis en rigolant, mais les premières insultes, les premiers mots, c'est toujours difficile à apprendre. On les prend pour soi-même forcément parce qu'on n'a pas encore la répartie. Oui, reconnaissons que le cadre du poste est du genre solide. Il faut être à la fois clairvoyant, lucide et doté d'un sang-froid à toute épreuve. Dans le genre, un nom nous vient à l'esprit. Pierluigi Collina. Charisme, poigne, théâtralité, l'arbitre italien avait tout pour lui, presque. Et à propos de théâtralité, comment ne pas penser à Tony Chaperon lors de ce fameux Nantes-PSG? Arrêt sur image, Tony Chaperon qui tombe devant Diego Carlos qui revenait défendre. Il lui met alors un coup de pied au tibia avant de se relever et de lui donner un deuxième carton jaune entraînant l'expulsion du joueur nantais. Oui, mais l'arbitre fait partie de la vie et du jeu. D'ailleurs, à ce propos, ce n'est pas parce qu'il sort la biscotte que l'affaire tourne vinaigre. De l'arbitre qui sort le carton jaune, juste pour se prendre en selfie avec Kaka lors d'un match des légendes entre Israël et le Brésil, à l'arbitre qui se prend lui-même un carton jaune dans un match aux Pays-Bas, l'humour s'invite parfois sur le terrain. Oui, je sais, l'humour et le foot, parfois ça match.
vraiment. Alors, que retenir de tout ça? Simple, l'arbitre est essentiel au jeu. De toute façon, sans lui, pas de match. D'ailleurs, à propos de jeu, petite question. Lorsqu'un arbitre, involontairement, marque un but, comme lors de ce match face aux Pays-Bas, le but est-il valide ou pas? Ah, et vous n'avez pas 3 heures. Un arbitre décide dans l'instant. Un petit conseil, ne vous trompez pas. Réponse? Non, maintenant le but est refusé. Mais il fut toute une époque, parce que ça c'est très récent, ce changement de loi, hein, c'est il y a 3 saisons de mémoire, où effectivement si l'arbitre touche le ballon et le but ne peut pas être accordé, mais les 100 précédentes années, le but était accordé. D'accord. Conclusion encore personnelle, il fait partie du jeu jusqu'au moment où ça compte quand même comme des points en plus ou en moins. Voilà, bon, on va passer à la rubrique suivante. Et parler de ce championnat national où Laval emballe sans s'emballer. On va tout de suite regarder les classements pour savoir un petit peu où on est. Laval d'abord qui est leader assez largement, hein, avec 5 points d'avance sur le second et un peu plus encore, 9 points sur la place de 4e qui ne permet pas de se qualifier ni pour une montée directe en Ligue 2, ni pour les barrages. Le Mans est 7e, Cholet est 12e et regarde un peu plus derrière. On va tout de suite apprécier d'ailleurs le jeu que produit Laval. Je vous propose de voir les 3 buts qu'ont marqué les Lavallois au Sedanais. C'était lundi soir. Et c'était d'abord Monsieur Da Silva qui ponctue une action magnifique et un contrôle à montrer dans les écoles. Ensuite, après une expulsion d'un Sedanais, ça marque encore, c'est Kader Nchobi. Et enfin, Jimmy Roy clôt la marque 3-0. Confortable, du jeu, surtout, c'est du jeu. Est-ce que c'est un championnat que tu suis un petit peu, que tu as arbitré plus sûrement? Oui, que j'ai arbitré alors une saison. Hein, j'ai eu la chance de faire qu'une saison et d'accéder directement en Ligue 2. Mais oui, forcément, étant donné qu'on a quand même 3 clubs de la Ligue concernés par ce championnat, on s'intéresse aux résultats de ces clubs. Laval, ça compte. Cet équivalent de 3e division nationale qui est professionnel sans l'être vraiment, ça pèse aussi sur un arbitre parce qu'on sent que les clubs, ils ont envie d'en sortir par le haut. Laval va peut-être avoir cette chance, ou par le bas, mais rester à ce niveau, c'est compliqué comme joueur, comme équipe, comme pour les dirigeants, comme arbitre. Ouais, c'est sûr que ça a une influence. Moi, je me rappelle de l'année où j'étais en national, il y avait quand même des clubs avec des grosses ambitions, puisqu'il y avait Amiens, Reims 3, par exemple, qui officiaient cette année-là en national. Et on sentait la pression, l'obligation de résultat en fait, de ces clubs-là. Qui ne pouvaient pas végéter dans cette division, puisqu'on sait très bien que c'est une division où les rentrées financières, notamment via les droits télé, sont très faibles, et que du coup, c'est des clubs qui investissent sur une projection à plus haut niveau, quoi. D'accord. On va faire un petit détour par le monde amateur, parce qu'on n'a pas le droit de vous montrer, on n'a pas les droits pour vous montrer les buts de Ligue 1, que tout le monde a vu d'ailleurs. Par contre, ceux que vous n'avez pas vus, ce sont des buts ligériens, une petite sélection, notre chronique des buts ligériens par la Ligue des Pays de la Loire. Oh oui, oh oui. Allez, va. Va, Marc. Vite. Bien joué Mathieu. Oui. Et ben voilà, ça vaut la Ligue 1. Franchement, une joie est une joie. Puis là, on a vu un arbitre supporter, puisqu'il a levé le drapeau lorsque son équipe a marqué. Bon, le lob est un peu tendance, il faut se méfier. C'était pas sympa pour les gardiens de but qui sont pas très grands. Allez, dernière rubrique, peut-être. Non mais j'arrive jamais. Et quand je veux plus, elle marche. Voilà, ça c'est moi, c'est ma signature. Allez, j'ai un quiz pour toi, Sébastien. Qui a dit
qui a dit « Nous avons payé l'arbitre pour qu'il te déclare vainqueur. Nous avons payé ton adversaire pour qu'il te laisse gagner. Le reste dépend de toi. » Est-ce Raymond Domenech avant France-Afrique du Sud en juin 2010, Bernard Tapie à Jean-Jacques Edeli avant de rentrer sur la pelouse de Valenciennes en mai 93, ou bien est-ce Groucho Marx après le repas? Groucho Marx, hein. Ah, spécialiste de Groucho Marx. Bon, ben, merci Sébastien, Sébastien d'être passé, c'était un plaisir. Il faudrait qu'on consacre un peu plus d'émissions parce que finalement vous êtes central, mais on ne vous entend pas beaucoup. Cette expression vous Exactement, honore. non, mais c'est vrai, et je vous remercie d'avoir consacré cette émission pour valoriser cette fonction très noble du football. Merci Sébastien. Bon, je souhaite à tous une bonne semaine de football. Je souhaite des buts à ceux qui en marquent et de ne pas en prendre à ceux qui sont dans les buts.